Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du cabinet Hugues-Lepage consacré au cycle sur la biodiversité. Nous avons déjà traité un certain nombre de thématiques et aujourd'hui, le thème numéro 5 nous amène sur un sujet qui est très d'actualité, qui est celui de la manière dont le sujet biodiversité impacte les entreprises. Comme vous pourrez le voir, le sujet est en fait très vaste, puisque avec mon confrère Sylvain Manaka, nous allons traiter les différents points qui figurent sur ce plan d'intervention. Comme d'habitude, bien sûr, vous pourrez télécharger nos slides si vous le souhaitez en fin de webinaire. Donc, nous nous sommes partagé le travail et donc je passe sans plus tarder la parole à Sylvain sur le premier sujet taxonomie verte qui est très d'actualité. Pourquoi? Bien parce que la Commission vient de sortir un projet d'acte délégué que nous attendions depuis bien longtemps, qui est le projet d'acte délégué concernant les 4 domaines qui n'étaient jusqu'à présent pas couverts par un acte délégué, puisque vous savez que les 2 premiers, atténuation et adaptation, les actes délégués datent de juin 21. Donc, nous espérons maintenant, pour la fin de l'année 2023, pouvoir disposer d'un texte concernant les 4 autres objectifs et le texte vient d'être mis en consultation. Sylvain, je vous laisse la parole sur ce premier sujet. Merci beaucoup, madame. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Et en effet, le premier sujet qu'on va aborder ensemble, il porte sur la taxonomie verte européenne. C'est un sujet, je vais peut-être mettre ça, voilà. C'est un sujet dont on a beaucoup pu parler. Je vais simplement faire un bref rappel sur ce qu'est ce règlement. Donc, pour rappel, le règlement taxonomie du 18 juin 2021, c'est une classification, n'est plus ni moins qu'une classification qui détermine quelles sont les activités économiques qui vont pouvoir être considérées comme vertes ou dans le langage du législateur, qui vont pouvoir être considérées comme durables sur le plan environnemental. Et à ce titre, comme on peut le voir sur cette slide, la protection de la biodiversité fait partie est l'un des 6 objectifs ou l'une des 6 catégories d'activités vertes. Et de la même manière, porter atteinte à la biodiversité, le fait de porter atteinte, cela exclut le fait de pouvoir être considéré comme une activité verte. Sur les modalités qui vont permettre, voilà, excusez-moi, j'avais un appel. Sur les modalités qui vont, comment est-ce que ça fonctionne? Bon, sur les modalités qui vont permettre à une entreprise A d'être qualifiée comme activité durable, ça se fait en 2 étapes. La première étape, ça va être l'entreprise qui va devoir exercer dans un secteur que la taxonomie considère comme être un secteur vert. On parle alors d'éligibilité à la taxonomie. Et pour ce faire, la Commission européenne publie la liste des activités économiques qui sont considérées comme éligibles. On va avoir, par exemple, l'activité de reboisement, celle de la rénovation thermique, par exemple. Et dans un second temps, cette entreprise A, elle doit se conformer à des prescriptions qui sont propres à chacune des activités économiques dites vertes. Il va donc y avoir des prescriptions pour le reboisement, des prescriptions pour la rénovation thermique. Et ces prescriptions, on les appelle des critères d'examen technique. Et cette étape, c'est celle de l'alignement à la taxonomie. Et comme l'a dit Madame Lepage, cette liste des activités éligibles, elle est publiée par la Commission européenne au sein de ses actes délégués. Et pour le moment, la Commission avait seulement publié la liste des activités éligibles aux objectifs climatiques. Et on était en attente de la liste concernant les 4 autres objectifs, dont la protection de la biodiversité. Et le 5 avril dernier, donc c'est vraiment tout récent, la Commission a mis en consultation un projet d'acte délégué. Et les slides suivantes, hop, celle-ci, voilà, elle vous présente, elle dresse la liste des activités économiques éligibles par objectif. Donc, vous trouverez de toute manière ce support
Donc, vous pourrez regarder de manière plus précise. L'annexe 1, c'est sur la protection des ressources aquatiques. L'annexe 2, c'est sur l'économie circulaire. Vous pouvez voir dans ce tableau toutes les activités qu'on considère comme économiques, comme vertes. La 3, c'est sur la pollution. Et l'annexe 4, dont on va parler plus précisément, c'est celle sur la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Alors, ce qu'on peut voir d'emblée, c'est que par rapport aux autres objectifs, cette annexe, on compte seulement 2 activités économiques qui ont été considérées comme éligibles à l'objectif de protection de la biodiversité. Premier, c'est l'activité de conservation et de restauration de l'environnement. Donc, ça va être les projets de restauration, les projets de conservation des écosystèmes. La seconde, c'est les activités d'hébergement. On pourra entrer plus dans les détails. Brièvement, si on fait une petite analyse, les critères d'examen technique concernant la première activité de conservation et de restauration de la biodiversité, on en compte 5. Ça va être une contribution, donc ça veut dire un maintien en bon état un maintien en bon état des écosystèmes, des espèces, ou alors le rétablissement ou la restauration de ces écosystèmes. 2, il va falloir décrire la zone dans laquelle on fait ce projet. 3, c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est un plan de gestion. Donc, il y a un plan de gestion qui est doté d'objectifs en matière de restauration ou en matière de conservation. Ce plan de gestion, cette description description de la zone vont faire l'objet d'un audit. Donc, on va avoir un audit fait par un tiers certificateur indépendant qui va nous dire si le plan de gestion y convient ou si les objectifs doivent être rehaussés ou non. En 5, la zone doit faire partie d'une zone protégée. Et on peut voir surtout, en 6, l'un des critères d'examen technique, c'est celui de l'exclusion de la compensation. Autrement dit, l'activité de conservation ne doit pas servir uniquement à compenser l'impact d'une autre activité économique. Donc, ça, c'est un point qui est assez intéressant, parce qu'il est intéressant de voir que le financement de projets aux fins de compenser des émissions de gaz à effet de serre, comme on entend souvent parler, ça pourrait nous mener sur le sujet des crédits carbone. Pour le moment, ce financement aux fins de compensation, il nous semble être exclu. On verra ensuite ce qu'il en ressortira au moment de la publication concrète des actes délégués et on pourra vous en tenir informé. S'agissant ensuite des critères d'examen technique liés aux activités d'hébergement, ce qu'on peut dire sur ce sujet, c'est que cette activité, donc la seconde ici, elle renvoie en fait à l'activité de conservation ou de restauration de l'environnement, l'activité qu'on vient de citer. Autrement dit, pour qu'un hébergement soit durable au sens de la taxinomie, il faut également que cet hébergement ait un projet de conservation ou de restauration de l'environnement. Et voilà pour ces nouveautés de la taxinomie verte et je vous repasse la parole, madame. Alors, le deuxième point que nous avons à voir est la manière dont la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, relative au reporting extra-financier des entreprises, de la SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, adressée aux institutions financières, s'applique puisque ce sont les 3 piliers de la régulation européenne en matière de finances durables. Sur le point que Sylvain Manacca vient de voir, c'est très important puisque quand on est investissement durable, on sait très bien les conséquences financières positives que cela peut avoir. Là, nous rentrons dans l'obligatoire pour les entreprises qui sont bien sûr concernées et la biodiversité fait désormais totalement partie de ces obligations extra-financières. Cette nouvelle directive CSRD définit un standard de déclaration extra-financière avec des indicateurs. Elle entre en vigueur en 2024 pour les premières déclarations en 2025, c'est-à-dire que c'est l'exercice 2024 qui sera le premier concerné. Elle est applicable aux entreprises de l'Union européenne de plus de 250 salariés
ou de plus de 40 millions de chiffre d'affaires. Et elle impose donc aux entreprises de récolter des informations dans le cadre de la régulation NFDR. Comment est-ce que cette CSRD est déclinée en normes? Alors, ce que l'on appelle les ESRS, c'est-à-dire European Sustainability Reporting Standards, fixe 12 normes autour des enjeux de développement durable. Ce sont les 12 normes de reporting environnemental. Parmi ces 12 normes, 5 concernent le volet environnemental sous le focus ESRS E4, biodiversité et écosystème. Alors, ce système a été mis en place, vous pouvez revenir une seconde en arrière, s'il vous plaît, merci, par l'EFRAG, qui est une association qui fournit des conseils à la Commission sur l'adoption des normes internationales d'information financière, et c'est elle qui est à l'origine de la publication de ces normes. Slide suivant. Alors, les objectifs généraux doivent amener les entreprises à comprendre et faire comprendre un certain nombre de points. Comment elles affectent la biodiversité et les écosystèmes de manière positive et négative, de manière réelle et potentielle. En second lieu, quels sont les résultats des actions mises en œuvre pour préserver ou atténuer les impacts négatifs importants, réels ou potentiels, et pour protéger et restaurer la biodiversité et les écosystèmes. Ensuite, il s'agit de décrire les plans qui ont été mis en place et la capacité de l'entreprise à adapter sa stratégie et son modèle d'affaires en fonction des limites planétaires. Je m'arrête un instant sur ce point qui est un point très important. Vous savez tous, bien sûr, ce que sont les limites planétaires. Vous savez que la plupart d'entre elles sont déjà largement dépassées. Et donc là, ce que l'on demande à l'entreprise, c'est de se fixer par rapport à ces 9 limites planétaires pour indiquer la manière dont elle les respecte ou dont elle permet de progresser pour essayer de revenir à un niveau plus acceptable sur les limites déjà dépassées. Ensuite, c'est le type et l'étendue des principaux risques et opportunités liés aux impacts et dépendances sur la biodiversité et les écosystèmes et la manière dont ceux-ci sont gérés. Et enfin, les efforts financiers à court, moyen et long terme associés à ces risques et opportunités. Voilà donc pour les objectifs généraux. Ensuite, slide suivant, il y a les axes. Donc, il y a 6 axes qui sont proposés. Un plan de transition sur la biodiversité et les écosystèmes, les politiques relatives à la biodiversité et aux écosystèmes, les actions et ressources, les objectifs, les métriques d'impact, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans de la technique et dans du contrôle, et les effets financiers potentiels des impacts, risques et opportunités liés à la biodiversité et les écosystèmes. J'insiste sur ce point, j'y reviendrai. Le texte est très intéressant parce qu'il ne se focalise pas seulement sur les risques, mais également met en lumière les opportunités qu'il y a pour les entreprises à prendre en compte et à agir de manière efficace pour protéger la biodiversité et les écosystèmes. Slide suivant. Donc, je terminerai pour dire que tout ceci est extrêmement intéressant et peut-être ajouter un mot sur les actions et ressources liées à la biodiversité et aux écosystèmes. Le niveau de hiérarchie et d'atténuation dans le cadre de la séquence ERC. C'est un point très important. Vous savez que la séquence ERC, c'est évaluer, réduire, compenser. C'est un point qui est très important. Pourquoi? Parce que dans le contrôle qu'exerce aujourd'hui le juge administratif français sur ce point-là de la séquence ERC, l'atténuation de la jurisprudence, de la sévérité de la jurisprudence qui a pu être observée
avec les décisions de décembre 2022 du Conseil d'État sur les dérogations espèces protégées, est la contrepartie d'un renforcement considérable du contrôle du juge sur la manière dont les entreprises et les projets, bien sûr, vont prendre en compte les deux premiers éléments, c'est-à-dire éviter et réduire. Et donc, la manière dont l'atténuation et l'évitement sont pris en compte dans la séquence ERC est vraiment quelque chose de très important. Il y a le sujet de la compensation dont on a parlé tout à l'heure, qui est un sujet qui est vraiment sur la sellette et qui ne doit intervenir qu'en dernier recours. J'ouvre une parenthèse, c'est quand même assez contraire à ce qu'on a fait jusqu'à présent, globalement, où les projets se sont beaucoup intéressés à la compensation, beaucoup moins aux mécanismes de réduction et enfin, d'évitement et de réduction. Et puis, le texte précise également qu'il est important d'indiquer la manière dont les solutions basées sur la nature sont incluses dans les plans d'action. Ce sujet des solutions basées sur la nature est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ça nous renvoie au biomimétisme, mais pas que nous aurons l'occasion de traiter prochainement, mais pas que. Et la question des solutions basées sur la nature est un sujet qui va prendre de plus en plus d'importance pour les entreprises. Enfin, je souligne l'importance des informations statistiques et le plan d'amélioration continue que doit contenir ce document. Slide suivant. Alors, je passe maintenant sur le troisième volet, qui est le TNFD, c'est-à-dire la Task Force on Nature Related Financial Disclosure. De quoi s'agit-il? Slide suivant. Ce Task Force est un groupe de travail qui réfléchit sur le reporting et la gestion des risques et opportunités liés à la nature et à la biodiversité et qui doit donc faire des recommandations pour septembre 2023. Sont analysées les dépendances, les impacts, les risques et les opportunités. Cette task force, qui donc est en parallèle de ce que nous venons déjà de voir, présente une méthodologie détaillée en complément des recommandations de reporting dont nous venons de parler. Comment se localise l'interface avec la nature, comment évaluer les dépendances et les impacts, comment évaluer les risques et opportunités, et comment se préparer à répondre aux risques et opportunités liés à la nature et mise en œuvre dans un rapport qui doit donc être finalement présenté. Slide suivant. Donc, avant d'en venir au dernier point dont je voulais vous parler, et c'est Sylvain qui continuera pour la suite, ces documents sont donc tous encore, je dirais, en phase préparatoire, puisqu'on est dans l'évaluation pour dans la concertation pour la taxonomie, dans une phase plus avancée, beaucoup plus avancée sur les reportings et dans un travail qui est encore en cours d'élaboration sur le TNFD, mais on voit bien là que la volonté de l'Union européenne, qui est prête à mettre quand même beaucoup d'argent sur la table, et donc ça c'est quand même un élément que les entreprises doivent avoir constamment présent à l'esprit, qu'elles ont évidemment présent à l'esprit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une vraie volonté de l'Union européenne de voir prendre en considération pleinement la question biodiversité par les entreprises. On est bien tous conscients que la question climatique est maintenant largement intégrée. On a eu les stress tests, on a le reporting. Tout cela est maintenant quelque chose, je ne dirais pas qui est entré dans les mœurs, mais enfin, qui a beaucoup progressé. Disons que pour les questions de biodiversité, on est dans l'état dans lequel on pouvait en être sur le climat il y a 2 ou 3 ans. Peut-être un peu moins. Et donc là, on est en face d'une série d'outils
qui vont permettre aux entreprises de vraiment s'emparer complètement de ce sujet, qui est un sujet majeur à la fois pour la collectivité, mais également pour elles. Parce qu'on est dans le contexte de ce qu'on appelle la double matérialité, c'est-à-dire la prise en compte à la fois de ce que l'entreprise fait, si je puis dire, à la biodiversité et ce que la biodiversité peut apporter à l'entreprise. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont tout à fait fondamentaux. J'ai parlé du droit communautaire, je vais juste dire un petit mot sur le niveau national, en faisant référence donc à l'article 29 de la loi énergie-climat, que les entreprises connaissent bien, je suppose. Slide suivant. Alors, l'article 29, c'est l'article L533-22-1 du Code monétaire et financier qui concerne l'obligation de publication pour les acteurs financiers et pour les investisseurs. C'est une obligation de publier les impacts de leur portefeuille sur le changement climatique et sur l'érosion de la biodiversité et la vulnérabilité de leur portefeuille à ces deux thématiques. Donc, on est bien dans cette double matérialité dont je parlais tout à l'heure. Autrement dit, les stress tests et les analyses de risque qui ont été faites pour le climat, elles doivent l'être aussi sur l'érosion de la biodiversité. Si par exemple, une entreprise a besoin d'une matière première dont l'impact de biodiversité est considérable, il faut qu'elle se pose des questions sur le recours à cette matière première et sur la manière dont elle peut, dans un premier temps, l'économiser et dans un deuxième temps, éventuellement passer à un produit de substitution. Et puis également de voir comment l'érosion de la biodiversité peut avoir un impact sur la vulnérabilité du portefeuille. Typiquement, une matière première que l'on ne pourrait plus utiliser ou quasiment plus à cause des effets délétères sur la biodiversité. Quel est le degré de dépendance et de risque de l'entreprise à cette circonstance? Le champ d'application, je le rappelle, c'est l'ensemble des acteurs financiers dont les actifs sous gestion dépassent les 500 millions d'euros. Sylvain, c'est à vous. Merci beaucoup, madame. On va passer au devoir de vigilance et notamment à son application ou son applicabilité à la biodiversité. Je vous propose de vous présenter donc, brièvement le devoir de vigilance français, puis la proposition européenne. S'agissant du devoir de vigilance français, donc son fondement c'est au sein du Code de commerce, à l'article L225-102-4. Il est issu, comme on l'a aussi beaucoup mentionné, de la loi du 27 mars 2017. Déjà, quelles sont les entreprises concernées? Puisque ce devoir de vigilance, il ne concerne pas toutes les sociétés, il a un champ d'application qui est restreint aux grandes entreprises, qu'on peut dire les grandes entreprises. Ce sont les sociétés qui ont, soit les sociétés qui ont leur siège social en France et 5000 salariés en son sein, ou alors dans leur filiale directe ou indirecte, ou les sociétés qui ont leur siège social en France, voire à l'étranger, mais qui ont 10 000 salariés en leur sein et dans leur filiale directe ou indirecte. Donc, on entend souvent le nombre de environ 260, je crois que dernièrement c'était 263 entreprises qui seraient soumises au devoir de vigilance français. Et comme on le verra, ce chiffre est relativement bas en comparaison avec les chiffres du devoir de vigilance européen, devoir de vigilance qui est toujours en discussion. S'agissant de son contenu, il a pour obligation d'établir et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance. Alors là, je vais vous citer la disposition car elle permet de bien cerner le contour de ce plan de vigilance. Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes. Donc là aussi, on a une dualité envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement. Donc, on voit ici que l'environnement est pris dans son ensemble de manière large et plus précisément, les mesures du plan de vigilance, ça va être les suivantes. Et en premier lieu, une cartographie des risques. Cette cartographie, c'est l'une des pièces primordiales de ce plan de vigilance.
C'est elle qui permet d'identifier les points sensibles de l'activité économique. Aussi, lors de la conception de cette cartographie, il va nécessiter de prendre en compte l'ensemble des législations de protection des droits humains et de l'environnement, parce que c'est là celle qui réglemente donc ces points sensibles, ces risques. Et en matière de biodiversité, on va trouver de nombreuses réglementations qui existent, soit sont en train de se développer. Par exemple, on peut citer au niveau européen la proposition de règlement qui concerne la lutte contre la déforestation importée. Alors, on est encore au stade d'une proposition, mais on arrive à une étape finale, ou en tout cas le texte est en train d'être finalisé. Et s'il sortait tel quel, il pourrait en effet bouleverser les chaînes d'approvisionnement de certains produits issus de l'huile de palme, du soja, du bois, du cacao. Et donc, tout ça, ce sont des points qui doivent être pris en compte dans cette cartographie des risques qu'il faudra faire. Ensuite, découlent de cette identification d'autres mesures, des procédures d'évaluation, évaluation notamment des filiales, sous-traitants, fournisseurs. Ensuite, une détermination des activités d'atténuation et de prévention des risques et des atteintes. Un mécanisme d'alerte également et de recueil des signalements. Et enfin, un dispositif de suivi de ces mesures. Donc en résumé, le plan de vigilance, ça va être identifier les risques, évaluer la situation des filiales, déterminer les actions d'atténuation et de prévention à effectuer et les effectuer, évaluer l'efficacité du système. Et à ces points-là, on peut ajouter un point très important qui est celui de la communication du plan de vigilance. En termes de sanctions, en effet, sur ce plan, même si le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions qui étaient relatives donc à l'amende civile qui pouvait aller jusqu'à un montant de 10 millions d'euros, on a quand même 3 leviers de sanctions. Le premier, c'est l'exécution forcée. Et notamment l'actualité récente, on en a parlé, puisque c'est notamment ce qui a été demandé dans la récente décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, celle du 28 février 2023, relative au plan de vigilance de Total et à l'inclusion de son projet ICOP en Ouganda. Ensuite, on a également l'engagement de la responsabilité civile. Ça, c'est quelque chose qui est mentionné de manière expresse. On peut engager la responsabilité de l'auteur de réparer les préjudices qui auraient pu être causés. Et ensuite, enfin, on a toujours dans ce même mécanisme qu'on appelle le name and shame, l'obligation de publication et de diffusion de l'éventuelle décision de justice. Pour parler également d'un exemple récent applicable à la déforestation, alors même si aucune décision n'a été prise pour le moment, on a le groupe Casino qui a été assigné en mars 2021 pour manquement à son devoir de vigilance par 11 associations qui étaient d'une part des associations de défense des populations autochtones en Amérique latine et de protection de l'environnement. Et les raisons de cette assignation, c'est que selon des rapports d'ONG, par Casino, donc par le biais de ses filiales, oui, auraient vendu de la viande qui proviennent d'abattoirs qui eux-mêmes se seraient fournis dans des fermes lesquelles participent à la déforestation, déforestation de la forêt amazonienne. Et comme j'ai dit, on ne sait pas encore quel va en être le résultat, ce que va dire le juge, mais en tout cas, ça montre une chose, ça montre qu'il existe un réel risque contentieux. On peut aussi citer de la même manière le fait que le 28 septembre 2022, donc un tout petit peu plus récemment, on a 9 géants de l'agroalimentaire français qui ont été mis en demeure de réduire leur utilisation du plastique. Et là aussi, c'est là aussi sur le fondement du devoir de l'incorporation au sein de leur plan de vigilance. Et ça, là aussi, ça pourrait aboutir à un contentieux. Et ça montre, cette fois-ci, que tous les pans de l'environnement pourraient être inclus dans cette cartographie des risques à faire pour ce plan de vigilance. L'environnement, c'est très large. Maintenant, on peut parler présenter le devoir de vigilance européen. Alors, sur ce point, les informations dont on dispose, elles ne sont pas définitives. On est toujours en attente de la position du Parlement européen en première lecture. A priori, ce serait aux alentours du 31 mai 2023. Ce qu'on peut dire sur son champ d'application,
c'est qu'il a évolué aussi. Dans la proposition de directive, on parlait de 500 salariés et un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros au niveau mondial. À l'époque, on nous disait, c'est la fiche d'impact de la proposition de commission qui nous disait que avaient été ciblées entre 13 000 entreprises européennes et 4 000 autres entreprises de pays tiers qui opèrent dans l'UE. Donc, pour un total de 17 000 entreprises, donc bien plus large que le nombre d'entreprises qu'on a vu précédemment pour le devoir de vigilance français. Le Conseil de l'Union a ajouté certaines entreprises financières, mais il a également rehaussé les seuils, les rehaussant à 500 salariés, à 1000 salariés, excusez-moi, et 300 millions de chiffre d'affaires, donc réduisant le nombre d'entreprises soumises. Et pour terminer avec les aléas, enfin, en l'attente de la position finale du Parlement, en commission environnement du Parlement européen, les eurodéputés ont adopté un texte qui est censé élargir son champ pour qu'il colle à celui de la CSRD présenté par Madame Lepage, donc 250 salariés et un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Donc, on n'est pas encore fixé sur l'étendue, le champ d'application de ce devoir de vigilance européen. Néanmoins, il pourrait être vaste, en tout cas plus vaste que le plan français. S'agissant de son contenu, il vise à d'abord intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion des risques de ces entreprises, à recenser et identifier les incidences négatives réelles ou potentielles. Et là encore, on va retrouver la cartographie des risques à faire avec une hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles. Dans un troisième temps, à prévenir et à atténuer les incidences négatives. Donc là encore, ça se recoupe avec le devoir de vigilance français. On a la mise en place d'actions. Également, une procédure relative aux plaintes, un contrôle de l'efficacité de la politique et la nécessité de communiquer publiquement sur le devoir de vigilance. S'agissant des sanctions, la directive propose qu'elles soient déterminées par les États membres, mais elle indique certaines, non pas recommandations, mais prescriptions d'ordre général, notamment la possibilité de sanctions pécuniaires, qui seraient évidemment proportionnées au chiffre d'affaires, mais quand même des sanctions pécuniaires cette fois-ci, name and shame, là encore, et l'engagement de la responsabilité civile. Il s'agit de dire sur ce point que le Conseil de l'Union européenne a mis quelques conditions à cette responsabilité. Il s'agirait uniquement des fautes intentionnelles ou des fautes de négligence. Serait exclu le dommage causé seulement par les partenaires commerciaux. Et même si on a un droit à une réparation intégrale, il ne faudrait pas mettre en place de punitive damages. Voilà pour le devoir de vigilance, sa présentation, et on voit là qu'il y a un réel risque de le voir appliqué en matière de biodiversité. Donc les entreprises, même si elles ne se pensent pas être liées par des contraintes ou des risques en matière de biodiversité, ou alors devraient en tout cas faire attention sur ce point et tenter d'identifier tous les points sensibles qu'ils pourraient avoir, sachant que le champ s'élargit. S'agissant ensuite de cette proposition de directive sur les allégations vertes, qu'on appelle Green Claims Directive, on a décidé d'en parler aujourd'hui, d'une part parce que c'est une législation, une proposition de directive qui est toute récente. La Commission l'a publiée le 22 mars 2023. Et en plus, parce elle a un impact indirect très fort sur les entreprises en ce qu'elle leur impose de justifier de justifier leur communication portant sur des allégations vertes. C'est ce qu'on entend sur les produits, les fameux respectueux de l'environnement, les fameux même neutres en carbone, etc. Tout ça, il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place. Donc, son objectif, c'est de fixer des exigences minimales concernant la justification et la communication des allégations dites vertes et de l'étiquetage du label environnemental. Son champ d'application,
pour le coup, celui-ci est très large. A priori, toutes les entreprises sont incluses, sauf les micro-entreprises, c'est-à-dire les entreprises de moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 millions d'euros. Sur quoi porte-t-il? Il porte d'une part sur les allégations vertes, alors qu'on a dit ça va être zéro impact CO2, respectueux de l'environnement, mais également sur les labels environnementaux, on va dire, c'est-à-dire que les labels environnementaux vont être soumis également à plusieurs dispositions, notamment l'obligation de justifier leur méthodologie. En particulier, donc on va avoir une évaluation et cette évaluation, elle va demander à ce que soit précisé si la réclamation porte sur l'ensemble des produits ou sur seulement une partie. Elle doit s'appuyer sur des preuves scientifiques, elle doit démontrer que l'allégation n'est pas équivalente aux exigences imposées par la loi, comme on a pu le voir passer. On a récemment eu pas mal de publicité sur le fait que certaines entreprises de restauration rapide désormais utilisaient des couverts réutilisables, de la vaisselle réutilisable, sans pour autant affirmer ou indiquer qu'il s'agissait en fait d'une exigence légale. Également, le fait de démontrer les impacts environnementaux et indiquer, ça c'est aussi un point très important, indiquer si le respectueux de l'environnement, si le neutre en carbone a pu avoir lieu grâce à un recours à la compensation carbone. Alors, pour le moment, c'est une phase de proposition, on verra ce qu'il en devient. Par exemple, certains députés pourraient proposer d'interdire tout simplement le recours à la compensation carbone. On verra les débats qui vont être menés sur ce point. Et un point très important, c'est l'obligation de vérifier le bien fondé de la communication. C'est-à-dire, et ça c'est une obligation qui va revenir aux États membres, ils vont devoir mettre en place des procédures pour vérifier le bien fondé et la communication des allégations. Et cette vérification, elle va être effectuée par un tiers accrédité. Donc on change vraiment de paradigme sur ce point également. Et on verra si ça permet de lutter réellement contre le greenwashing de manière générale. Et voilà, j'en ai terminé sur ce point. Il me reste quelques mots de conclusion avant que nous passions aux questions. Bon, je crois que vous avez tous compris la manière dont la biodiversité était en train d'entrer dans le droit de manière extrêmement active et par différentes formes, dans la manière dont elle rentre également dans les questions financières, avec les investissements durables, mais aussi les obligations de reporting financier, mais aussi les opportunités. Il est un sujet dont on a, Sylvain l'a à peine effleuré, qui est la question des crédits biodiversité, qui est un sujet qui a été largement abordé à la COP 15 et sur lequel un certain nombre travaillent aujourd'hui, avec toujours ce double écueil, d'une part, de ne pas financiariser tout, avec les risques que cela comporte, mais d'autre part, de trouver aussi des mécanismes de financement pour nous sortir des ornières collectives dans lesquelles nous sommes entrés. S'agissant de ce sujet plus précisément des écosystèmes et de la biodiversité, il est tout à fait clair que le renforcement des connaissances qui aujourd'hui entourent les questions de biodiversité, on a vu ça à la COP 15, joint au mouvement planétaire de judiciarisation que l'on constate en matière climatique, va évidemment progressivement entrer dans le domaine de la biodiversité. Et de même qu'il existe aujourd'hui une justice climatique, je pense que les années qui viennent mettront en place une justice de la biodiversité ou de la nature pour contraindre les États à remplir leurs obligations lorsqu'ils en ont contracté et également pour contraindre les entreprises à remplir leurs obligations lorsqu'elles en ont, soit qu'elles aient choisi d'en avoir, soit qu'elles leur aient été imposées. Voilà donc un exposé qui était peut-être un peu touffu parce qu'on a abordé énormément de sujets, mais le sujet est très très riche et donc nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à des questions. Margot.
Alors, une première question. Que peut-on dire des contraintes réglementaires concernant la biodiversité sur le plan pénal? Ah oui. Alors, Sylvain, voulez-vous vous lancer? Alors oui, merci beaucoup. Excellente question. Je ne l'avais pas mentionné dans ma présentation parce que je voulais pas rajouter encore. Mais en effet, on a aussi une structuration, une réelle structuration de la recherche des infractions pénales, du pénal qui sont mentionnées notamment au Code de l'environnement. Euh, on peut citer plusieurs nouveaux éléments. Bon, déjà, on a cette loi du 24 décembre 2020 qui vient créer des juridictions spécialisées en matière d'environnement, une juridiction intégrée au sein de chaque cour d'appel. On a la CJIP qui a été créée, la Convention judiciaire d'intérêt public, qui permet aux procureurs de transiger. On a aussi la question liée à l'introduction de ce délit d'écocide qui était dans cette loi. Au-delà de ça, on va avoir l'ancien procureur près la Cour de cassation, procureur général près la Cour de cassation, donc François Moulins, monsieur François Moulins, qui disait à un moment que vraiment aujourd'hui encore, le volet pénal n'arrive que dans un deuxième temps, après les sanctions administratives. Et il a créé un groupe de travail sur ce sujet, qui est arrivé à plusieurs constats et a formulé plusieurs recommandations pour modifier notamment cette perspective. Et l'une des recommandations, alors là je vous lis les notes que j'ai prises à côté si je les retrouve, oui c'est le groupe de travail a recommandé par exemple de confier le suivi de sanctions administratives non pas au préfet mais à une autorité administrative indépendante. Cette autorité administrative indépendante, c'est le pouvoir exécutif, mais c'est aussi quelqu'un de complètement indépendant et qui pourrait se consacrer donc de façon plus objective à l'environnement. Il parlait aussi de service national d'enquête, en plus de l'OCLAESP, qui est plus santé qu'environnement selon lui, de créer quelque chose, un véritable service. Et au niveau européen aussi, on a une nouvelle proposition de directive sur la criminalité environnementale. Donc on voit que le droit pénal de l'environnement, même s'il n'y a pas nécessairement de nouvelles, il y en a quelques-unes, mais de nouvelles propositions de directives ou de lois, il y a une concrétisation, une structuration de ce droit et on lui consacre plus de moyens. Alors, en complément de ce que Sylvain vient de vous dire, qui est tout à fait juste, je voudrais souligner 2 points. Tout d'abord, la réparation du préjudice écologique sur le plan civil est quelque chose qui maintenant fonctionne. Depuis l'arrêt Erika de 2012 et la modification du Code civil, la réparation du préjudice écologique sous ces 2 volets, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, est tout à fait possible. En revanche, c'est vrai que la responsabilité pénale pour les dommages causés à la biodiversité et aux écosystèmes est encore extrêmement modeste. Des infractions existent quand il est porté atteinte, par exemple, à des espèces protégées, déjà depuis un petit moment, mais la directive communautaire de 2008 sur l'application du droit européen de l'environnement par le droit pénal est restée quasiment lettre morte. Il y a un projet de modification de cette directive qui est en cours et qui a été partiellement adopté au Parlement européen il y a quelques jours et qui introduit l'écocide. Alors maintenant, quand on dit on introduit l'écocide, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on introduit un crime ou est-ce que ça veut dire qu'on introduit un délit? Actuellement, dans le droit interne, et Sylvain y faisait allusion tout à l'heure, nous n'avons qu'un délit d'écocide qui, très franchement, ne marchera jamais ou pratiquement jamais, parce qu'il n'est pas fait pour fonctionner. Pourquoi? Parce que, d'abord, quand on parle d'écocide, on parle d'un crime. Je rappelle que la racine latine cide veut dire tuer, donc homicide, féminicide, pesticide, c'est qu'on veut tuer. Donc c'est pas un délit, c'est un crime. Et deuxièmement, en fait, ce qu'on a instauré dans le droit français, c'est un délit général d'atteinte à l'environnement.
de violation du droit de l'environnement. Et pour qu'il y ait écocide au sens délictuel du terme, il faut qu'on ait un préjudice qui soit supérieur à 10 ans. Or, comment voulez-vous prouver quand se produit un délit que les conséquences du dit délit seront encore visibles 10 ans plus tard? Ça peut arriver, bien sûr, quand c'est vraiment catastrophique, mais c'est extrêmement difficile. Donc, il faut absolument revoir le système de la protection pénale de la biodiversité, mais je dirais qu'on en est quand même encore assez loin. Question suivante. Quelle est la valeur juridique de la stratégie nationale pour la biodiversité 2023-2030? Est-ce qu'une personne physique ou une entreprise, personne morale, peut s'en prévaloir avec quelque chance de succès devant les tribunaux? Y a-t-il un seul exemple où le non-respect d'une stratégie nationale en lui-même aurait fait jurisprudence? Alors, réponse sur les stratégies nationales, oui, puisque c'est la stratégie nationale, le non-respect de la stratégie nationale bas carbone qui a entraîné le Conseil d'État à sanctionner l'État, dans l'arrêt bien connu de Grande-Synthe, pour n'avoir pas précisément respecté sa stratégie nationale. Donc oui, une stratégie nationale peut tout à fait avoir des effets juridiques. Tout dépend bien entendu du contexte dans lequel elle s'inscrit, mais rien n'interdirait qu'une action, parce que la stratégie nationale de biodiversité n'est pas respectée, puisse être mise en œuvre. J'appuie d'autant plus ce point de vue que nous sommes dans l'attente d'un texte communautaire sur la restauration de la nature avec des ambitions très grandes en termes de zones totalement protégées, hein, qui devraient être de l'ordre de 30% en 2030. Il y a également les espaces marins. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui autour des positions pour le moins contradictoires prises par l'État sur le sujet de l'exploitation des fonds marins. Donc oui, tout ceci, ce sont des règles qui se mettent en place et qui pourront faire l'objet de procédures. Autre question. Autre question. Qui compose la TNFD? Qui y a dans la task force? Sylvain, vous avez la réponse à ça? Moi, je ne l'ai pas. Non, je n'ai pas la réponse précise. Dans mes souvenirs, c'était divers experts. Non, je n'ai pas la C'est un réponse. groupe de travail qui a été constitué au niveau communautaire. On vous apportera une réponse par Internet, si vous voulez. Si vous nous envoyez, monsieur ou madame qui avait posé la question, votre adresse mail, on vous enverra une réponse. Alors, une autre question. Est-ce que toute la réglementation européenne en matière de biodiversité est intégrée en droit français par le biais de la codification? Sinon, est-il possible de se prévaloir directement de dispositions européennes? Alors, je peux commencer, puis si Sylvain veut compléter. Alors, en principe, les textes communautaires sont transcrits en droit interne et vous avez dans le Code de l'environnement un titre qui concerne les ressources naturelles. Donc, vous avez beaucoup de dispositions qui ont été transposées. S'agissant de l'application du droit communautaire, c'est vrai que le droit français est parfois en trop ou en trop peu, c'est-à-dire avec beaucoup de soucis de précision réglementaire ou au contraire un peu laxiste. Ça dépend des domaines. La biodiversité n'est sans doute pas le domaine qui est le mieux loti. S'agissant de l'application directe, quand vous avez un règlement communautaire, l'application est immédiate. Donc, s'il n'y a pas de texte d'application ou s'il y en a un qui ne va pas, vous pouvez directement demander l'application de règlement. Pour une directive, c'est plus délicat parce que la directive lie l'État membre quant aux objectifs à atteindre, mais pas quant aux moyens pour y parvenir. Et donc, il y a toujours une marge d'appréciation pour l'État membre de définir les conditions dans lesquelles il va appliquer les excusez-moi, il va appliquer les dispositions de la directive, mais vous pouvez
si vous considérez que les dispositions de droit interne ne sont pas conformes à la directive, vous pouvez invoquer le non-respect du droit communautaire en vous basant sur cette irrégularité, et le juge administratif français est compétent pour en connaître, sauf s'il estime qu'il y a un problème d'interprétation, et à ce moment-là, ça part en question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Je ne sais pas, Sylvain, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'est un parfait exposé des règles de droit, donc non. Très bien. Autre question? Alors, autre question. Il semble que la reconnaissance des droits de la nature soit complètement absente en Europe, alors que plusieurs États des Amériques, quelques États en Océanie, Asie et Afrique l'auraient adopté. À quoi cela est-il dû? Alors, c'est une très bonne question qui est liée à la fois à l'histoire et à la géographie. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les zones où sont connus des droits à la nature, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, le Canada, un peu l'Asie du Sud-Est, c'est des zones dans lesquelles vous avez des populations autochtones ou des peuples premiers, les appellations varient, qui ont des rapports à la nature très étroits et qui disposent de droits propres. Et donc, très souvent, vous avez des populations, des tribus, vous les appelez comme vous voulez, qui ont des droits sur un lieu qui se trouve être une forêt, une rivière, une montagne, ce que vous voudrez. Et donc, il y a en fait une forme de confusion entre les droits de la nature, c'est celle du fleuve ou de la forêt, et les droits de ceux qui y vivent, d'obliger les États à respecter les droits, qui sont à la fois des droits d'individus humains et des droits de vivants non humains. Voilà, c'est ce qui explique qu'il y a des traditions culturelles de terre-mer, de Mama Pacha, etc., en Amérique du Sud qu'on n'a pas du tout nous dans le système européen qui est, je dirais, beaucoup plus rationnel. Mais la question des droits de la nature est un sujet qui est évidemment de plus en plus discuté. Il n'y a pas d'autres questions. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier. Nous donnerons la réponse à la question qui manquait et nous vous souhaitons une excellente journée. Le webinaire est bien entendu consultable sur notre chaîne YouTube. Les éléments écrits sont bien sûr téléchargeables. Notre prochain webinaire sur la biodiversité, Margot, c'est? Alors, notre prochain webinaire biodiversité aura lieu le 25 avril et ce sera consacré aux solutions fondées sur la nature et le biomimétisme. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.